Bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire pour cette émission spéciale consacrée aux 15 ans de votre chaîne d'information. Et 15 ans d'actualité, eh bien c'est d'abord des chiffres impressionnants que vous allez voir. 3400 JT présentés, plus de 16 000 reportages diffusés, cela représente 9 300 heures de programme, fait ici par une rédaction qui s'est étoffée au fil des années. Aujourd'hui, nous allons donc ensemble remonter le temps et revivre les moments forts de ces 15 dernières années. Et pour nous accompagner dans ce périple, on accueille nos 4 premiers invités, les Baudins. Bonjour à tous les deux. Salut la Touraine, Vincent et Jean-Christian Fraissinet. Alors vous les connaissez, hein, vous avez tourné des années ici. Vous tournez votre film qui est en montage en ce moment. Également présent Jacques Benzakoun, bonsoir, bonjour. Rédacteur en chef, directeur départemental adjoint à la Nouvelle République. Vous êtes journaliste et vous nous avez vu arriver sous vos fenêtres il y a une quinzaine d'années. Puis Aurélie, bonsoir. Bonsoir Florent. Rédactrice en chef adjointe. Aurélie, tu es là depuis le début, la mémoire vivante donc, de la chaîne. Mais d'abord, on allait tester notre popularité dans les rues de Tours. Micro-trottoir sans concession. Est-ce que vous regardez TV Tours et si oui, quel programme ? Le sport. Les infos, ça c'est important. Je vous avoue, c'est pas mon premier choix, mais quand je tombe sur les débats, je regarde. Ça parle de la politique locale. Tenir au courant de l'actualité en général. Est-ce que vous regardez TV Tour Val-de-Loire ? Non. Non, jamais. Non. Je regarde les nouvelles, la météo et souvent tard le soir, ce qui est à minuit. Voilà. Pas les séries brésiliennes. Ça me permet d'être rapidement informée de ce qui se passe dans ma ville. Les nouvelles, les informations de Tours et sa périphérie. Si je vous dis Tilt, le JT, le Grand Talk ? Oui, je connais, ouais. Ouais, JT et Tilt. Hein. Vous connaissez ? Et vous regardez souvent ? Non. Bon, en 15 ans, on a déjà un petit peu avancé, mais il nous reste encore du boulot, visiblement. Alors, Jacques, en tant que journaliste à la Nouvelle République, vous étiez aux premières loges pour voir les travaux pour aménager le niveau -1 de la Nouvelle République où nos locaux sont situés. 2 900 000 € ont été investis pour lancer la chaîne. Comment est-ce que vous avez vécu l'arrivée de ce nouveau support ? Plutôt enthousiaste ou pas du tout ? Très enthousiaste, oui. Oui, on était très contents parce que je crois que ça rajeunissait déjà l'image de la Nouvelle République, qui a un électorat pas très jeune, il faut bien le reconnaître. Donc c'était bien, on avait, en plus c'était ici, sous la rédaction, on avait une équipe jeune, tonique, féminine, extrêmement féminine. Oui, c'est vrai. Extrêmement féminine, avec des jeunes pétillants. Et c'était bien, il y avait eu un petit peu de collaboration. Nous, on découvrait un monde qui n'était pas le nôtre, la télévision. On se disait que Tours devenait une grande ville, puisqu'elle avait aussi sa télé, même s'il y avait à l'époque, il y avait France 3, il y avait M6 qui était en partance. Ouais. Voilà, c'était en partance. Ouais. Donc c'était une ville où ça bougeait, une ville universitaire. Donc non, on a bien pris les choses. Vincent et Jean-Christian, au début des années 2000, vous avez déjà fait des zéniths, vous avez fait l'Olympia en 2010, c'est ça, des palais des congrès, où vous avez atteint une notoriété nationale. Pourtant, vous êtes resté fidèle à TV Tours. Pourquoi avoir gardé ce lien, finalement ? Par intérêt, uniquement par intérêt. Non, mais nous, de toute façon, on est forcément attachés à notre région, parce que ce qu'on prêche et ce qu'on raconte sur scène, c'est un peu nos racines et d'où on vient. Donc on ne va pas l'oublier du jour au lendemain. Ça serait oublier aussi notre inspiration. Voilà. Et puis TV Tours, ils ont été là pour nous quand on leur a demandé des coups de main. En l'occurrence, quand on avait besoin à un moment d'un studio télé pour tourner un morceau de notre deuxième long métrage. Tout de suite, ils ont répondu présent. Donc on est resté amis, on est resté en relation. Et voilà. Et puis il faut que ça continue comme ça. Ce qui est intéressant, c'est les rencontres. On vient le plus souvent possible. Une fois par an, quoi. Au moins une fois par an. Voilà, ouais. Ça, donc, ça fait 15 fois. Tout au long de cette émission, nous allons donc revenir, vous l'avez compris, sur les grands événements qui ont marqué l'actualité de ces 15 dernières années. Premier retour en arrière avec Romain Delville. On remonte le fil de l'actualité de 2006 à 2011. Regardez. 2006, année judiciaire. C'est l'affaire de ces 15 dernières années, celle des bébés congelés.
Au cœur de l'été, des bébés sont retrouvés dans un congélateur en Corée du Sud, au domicile d'un couple de Tourangeau, Jean-Louis et Véronique Courgeot. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que nous ne sommes pas les parents de ces deux enfants. Et ma femme n'a pas eu de bébé pendant ces années-là. En octobre, Patrick Guiliazza, violeur multirécidiviste et assassin de la jeune Jennifer, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 30 ans. La Touraine, terre de politique. En juin, Jacques Chirac vient en personne naturaliser une centaine de concitoyens. À la clé, un discours plein d'humanité. Cette cérémonie est un moment important pour chacun d'entre vous et pour la République. Mais les appétits s'aiguisent à 1 an de la présidentielle. Son ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, s'invite quelques jours plus tard dans un meeting champêtre à Ballon-Miré. 2006, année aquatique. La piscine du lac rouvre après les grands travaux, toboggans et bains bouillonnants. Tandis que la piscine Gilbert Bozon accueille les championnats de France. C'est l'âge d'or de la natation française. Laure Manodou bat le record du monde du 400 mètres d'eau. 2007 commence sur l'autoroute. En janvier, l'autoroute A85 est inaugurée. Année des transports Tourangeau, la création d'une ligne de tramway est décidée en mars par le SITCAT, un projet pensé depuis les années 90. En octobre, c'est le lancement des noces romantiques en Touraine. Des mariages à la française, des visites de châteaux pour des couples chinois qui déboursent pas loin de 2000 € pour une journée à la française, façon carte postale. 2007, c'est aussi l'irrésistible ascension du Saint-Cyr Touraine Handball, le Tour Football Club qui remonte en Ligue 2 sous les ordres de Daniel Sanchez et le Tour Volleyball, vice-champion d'Europe des clubs champions. 2008, un artiste du fouet et de la spatule quitte le tablier. Jean Bardet vend son restaurant. Jean-Louis Courgeot obtient un non-lieu. Jean Germain est réélu facilement maire de Tours face à Renaud Donnedieu de Vabre. Le 31 mai, c'est le déluge sur les communes de Saint-Patrice et Vouvray, dévastées par des inondations gigantesques. Toute la terre de la tranchée de Totaligou est partie. Faut pas marcher au milieu. Ah non, non, non. Bon, Les téléphones sont de plus en plus petits, le journal aussi est plus petit. L'ANR passe en format tabloïd en septembre. Il est moins large, plus pratique à manier. Hein. On peut le tenir à la main plus facilement, le tourner plus facilement. 2009 commence par une comédie musicale. C'est Mozart qu'on met en scène. En mars, Facebook fait des siennes en Touraine, défraie la chronique Place Plumereau. Un apéro géant est organisé, une palette y est brûlée, la police intervient et la nuit est longue dans le vieux Tours sous les gaz lacrymogènes. L'ambiance est plus sympa à la guinguette des bords de Loire. C'est l'été, on danse, on chante, on boit, on guinche et maintenant on mange sur les bords de Loire. Ambiance. L'esprit guinguette, ça dépend. Avec Mickey, c'est surtout au nez. En septembre, on fait la connaissance d'un duo comique, les Baudins, Maria et Christian. Et même que c'est sur le plateau de TV Tours que leur complice Thierry Beccaro présente son faux journal. Tiens, décembre 2009, c'est le début de la campagne de vaccination contre la grippe A. C'est pas bien là, comment ils organisent ça, c'est pas bien là. Regarde les gens combien ils attendent. Ça fait la 3e fois qu'on vient, c'est comme ça. Mars 2010, François Bonneau est réélu président de la région Centre face à Hervé Novelli. Quand l'actualité mondiale a des répercussions locales, c'est Eyjafjallajökull, que nous appellerons le volcan islandais, qui cloue les avions au sol en avril 2010. En mai, c'est les 25 ans du festival au quart de tour. Parmi les invités, Didier Super. 2011, année des grands travaux. La LGV est lancée pour rejoindre Tours à Bordeaux. C'est parti pour 6 ans de travaux, annonce-t-on. Côté tramway, ce sont les premiers coups de marteau-piqueur. Tours dit au revoir à son ancien maire. Jean Royer, l'homme des grands travaux, justement, meurt le 25 mars 2011. C'est aussi à Tours la même année que Marine Le Pen succède à son père lors d'un congrès du FN mouvementé. 2011 reste l'année où un boulanger de la ville aux Dames pêche le plus grand silure du département, 2,56 m, 95 kg, et crée une polémique toute tourangelle. Fallait-il remettre l'animal dans la Loire ?
Voilà, quelques commentaires sur le silure de la part de nos amis des Baudins. Bon, vous l'avez vu, le programme est vaste et c'est pas terminé. On va revenir d'abord sur l'affaire Courgeot, qui est aussi nommée l'affaire des bébés congelés. Elle éclate en juillet 2006. C'est une histoire sordide qui prend dès le départ une ampleur internationale et qui va faire connaître, Jacques, la notion du déni de grossesse dont on avait peu entendu parler à l'époque. Est-ce que immédiatement vous avez compris le retentissement de cette affaire ? On a compris assez rapidement que c'était une affaire assez extraordinaire. On l'a appris un petit peu par hasard lors d'une audience au tribunal. Des bruits couraient, qu'il y avait un truc un peu extraordinaire qui se passait, bébé congelé, on ne savait pas trop. Et là, une collègue revient au bureau et elle commence à nous dire « Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça bruisse, les avocats ne parlent pas. » On a le contact de Marc Morin, qu'on connaissait à l'époque. J'avais son 06, donc je lui dis « Écoute, on va tenter. Je ne sais pas si c'est lui. On ne savait pas exactement qui était dans cette affaire, mais bon, on nous disait que ça pourrait être lui. Il y en avait d'autres d'ailleurs qui étaient aussi sollicités. Et je tombe par hasard, par miracle, sur son bateau. Il est en pleine vacances en Croatie. Et donc, bonjour Marc, voilà, Jacques Benzakoun, tout ça. Il me dit effectivement, il y a cette affaire. Je rentre en France. Et c'est une affaire, j'en ai pas encore tous les tenants et aboutissants. On a appelé mon cabinet pour me solliciter. Donc, je rentre. Il nous donne quelques infos et on comprend assez vite que c'est une affaire assez extraordinaire, qui va avoir le développement que tout le monde sait et qui va nous amener quelques jours après, ayant compris la densité du sujet, à partir en Corée. Caroline DeVos, notre collègue, partira 3 jours dans la résidence. C'est fou ça d'aller jusqu'en Corée. On est allé en Corée. C'est une première ? Oui, c'est la première. Oui, on ne va pas très souvent en Corée, mais voilà, on y est allé. Et elle est allée dans le petit village un petit peu où les expats étaient là-bas. Et c'est là où on a interrogé les amis de Véronique Courgeot et qui nous ont tous dit, la main sur le cœur, mais elle n'a jamais été enceinte, quoi. C'est pas possible. Vous nous racontez des... Et puis après, bon, c'était... On a cru que c'était la presse coréenne. Enfin bon, et c'est parti très très vite. Ça a flambé en un mois. Effectivement, c'est devenu l'affaire Courgeot, assez extraordinaire. On va y revenir tout à l'heure avec Marc Morin. Aurélie, tu te souviens de cette médiatisation de cette affaire ? Mais surtout de cette conférence de presse dans le bureau de Maître Morin, donc, avec donc, les époux Courgeot. Et puis là, la presse, j'ai presque envie de te dire, du monde entier. Au milieu de toutes les caméras, il y a évidemment les caméras de TV Tour, avec cette conférence de presse où, droit dans les yeux, enfin droit dans les caméras, le couple explique qu'ils ne sont pas les parents de ces 2 bébés retrouvés morts donc, dans le congélateur en Corée. Et puis on va suivre évidemment toute cette affaire. Et puis il y a même au moment où Véronique Courgeot fait ses aveux, moi je me souviens, je suis chez sa belle famille à Chinon, en train de faire des interviews, recueillir des témoignages. Et ils ont un appel et on leur dit si elle est passée aux aveux. Et toujours à ce moment-là, mais ils n'y croient pas. Et on passe ces images-là de beaux-parents qui disent on était au bord de la piscine il y a encore quelques temps, elle n'a jamais été enceinte. Voilà, Ce qui est rigolo, c'est le début de l'affaire, hein, parce que c'est un ami de M. Courgeot qui lui apporte un maquereau, parce qu'il aime le maquereau, et il lui dit écoute, tu devrais le mettre dans ton congélateur. C'est comme ça que ça commence. Ouais. Donc il ouvre le congélateur pour mettre le maquereau, pour le congeler. Et là, il découvre des bébés. Et là, il se dit, mais qu'est-ce que c'est ça ? Et lui-même appelle tout de suite la police, parce qu'il ne comprend pas ce que des bébés congelés font à côté du maquereau. Il ne savait pas à quoi prendre. Ils auraient fait une raclette, par exemple. Il aurait pu attendre encore longtemps. Jamais sorti. C'est le hasard total qui fait qu'au début, Moi, il tombe là-dessus. je me souviens qu'à l'époque, ça avait failli donner des idées à Maria Baudin. Elle a failli congeler Christian à 50 ans. Heureusement, il ne rentrait pas dans le congèle. Ouais. Sinon... Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, justement, de ce qu'on a vu dans la rétro ? Que dalle. Je ne sais pas toi, mais moi... C'est l'interro surprise. Le silure, ça vous fait réagir. Le silure, puis la guinguette aussi à Tours, parce que par les temps qui courent, on a envie de retrouver tout ça, de boire un coup au bord de la Loire, les gens qui se retrouvent... Donc ces images-là, moi, ça me parle. Le record du monde de Laure Manodou, quand même. Le record du monde, à Tours. Bon, parmi les premières images que l'on a de vous, et on va les revoir, il y a celle du tournage en 2009 de votre 2e film, Amélie au pays des Baudins. C'est tourné à Descartes. Je ne me trompe pas, pas loin, dans la campagne, en partie. Quand vous revoyez ces images, qu'est-ce que ça vous évoque ? Vous vous dites, c'était loin, on a fait du chemin depuis ou
C'était presque nos premiers pas dans le cinéma, mais on le faisait de façon plus artisanale que le film qu'on est en train de tourner en ce moment. Et puis on était venu tourner justement ici même. Avec Thierry Beccaro. Voilà, Thierry Beccaro, on avait transformé le studio de TV Tour en studio. Vous étiez combien là sur le tournage de ce film qu'on voit? Une quinzaine. Ouais. Non, mais c'est ce qui est marrant, c'est qu'en fait, moi je plains, nous on est d'accord avec Jean-Christian là-dessus, on plaint les gens qui ont grillé les étapes et qui sont passés de leur salle de bain de The Voice, par exemple, de leur salle de bain au Zénith. Nous, les Bodins, on a eu la chance de tout faire très progressivement. Donc ça nous a permis d'apprécier tout ce qui nous est arrivé. Et là, c'est vrai que le fait d'avoir fait ces 2 longs métrages avec très peu de moyens, là, dernièrement, on était en Thaïlande avec une équipe de 200 personnes, des figurants, des cascadeurs et tout. Et du coup, on a goûté ça comme une gourmandise, parce que c'est génial de ne pas avoir grillé les étapes. Le ciel a été bienveillant avec nous là-dessus, parce que nous, on a la chance que tout soit arrivé progressivement. Aurélie, toi, ce que tu as retenu, c'est Jacques Chirac. Explique-nous. Alors, Jacques Chirac, pas tout à fait. Non, je me souviens très bien de ce reportage débat. Déjà, pareil, on est au début de TV Tour. Et puis, il y a Jacques Chirac qui vient. Alors, il multipliait les sorties à cette époque. Puis, il aimait bien la foule, finalement, les bains de foule, Jacques Chirac. On est dans les jardins de la préfecture. Et là, quand même, c'est un moment où 150 personnes vont être naturalisés français. Alors c'est vrai que quand tu es journaliste, mais même quand tu es juste observateur ou citoyen, finalement c'est toujours un moment important. Tu sais que ça va changer la vie des gens. Et puis il y avait un discours très solennel devant, j'ai envie de te dire, des vieillards comme des petits bébés qui allaient obtenir cette naturalisation. Donc assez émouvant. On sait que certains avaient un lourd parcours derrière eux. Et puis quand même, ils nous montraient leur dossier avec la Marseillaise, avec la Déclaration des droits de l'homme. Donc un moment où... oui, on sent qu'on est vraiment en France. Et il le disait, Jacques Chirac, c'est un honneur pour la France de vous accueillir. Et puis, soyez honorés que la France vous accueille. C'est vrai que c'est des mots qu'on n'entend pas toujours très souvent. Enfin, je ne sais pas si tu te souviens de ce moment-là. Il y avait aussi RDD, enfin, Renaud Dondieu de Vabre à l'époque. Le préfet, évidemment. Enfin, un moment hyper solennel avec un Jacques Chirac qui se prêtait, de cohésion, qui se prêtait vraiment au bain de foule avec presque passion même. Alors toi, Jacques, c'est les mariages chinois, forcément. C'est l'une des grosses affaires de ces dernières années à Tours, avec finalement le coup de génie d'un maire, ces mariages chinois que personne n'avait fait jusqu'à présent, qui le mènera à sa perte. Oui, parce qu'au départ, il faut être honnête, ça marchait plutôt bien, même s'il en a fait qu'une soixantaine, je crois, de mémoire, réellement, qui sont venus à Tours, mais il y avait une grande parade, c'était un peu Disneyland à Tours, puisqu'ils avaient fini sur la place Plume, les cafetiers leur avaient fait honneur, on les voit défiler. Et bon, alors c'était le coup qui avait fait tousser un petit peu l'opposition, et puis il y avait Lisanne qui rentrait en ligne de compte, donc ça sentait un peu l'organisatrice de ces mariages. C'était la déléguée aux affaires chinoises de Jean Germain. Mais à l'époque, on regardait ça d'un air un peu goguenard en disant Jean Germain, l'universitaire, ancien président de l'université, l'intello, tout ça, se prêtait à cette parade folklorique. Vous en auriez fait un sketch d'ailleurs des mariages chinois. Oh oui, on aurait pu. Je suis en train d'y penser justement. Tu verras dans le prochain. Donc au début, on se moque un peu, quoi. On se moque un petit peu, voilà, mais gentiment. Et après, l'opposition commence à remettre en question les dépenses qui sont faites en demandant mais est-ce que c'est vraiment rentable? Puisque à l'époque, c'était Jean Germain disait ça rapporte à peu près 1 500 € par personne qui viennent à Tours en consommation. Donc c'est intéressant. Il y a eu France 2 qui a fait une émission là-dessus. Enfin, les télés sont intéressées. Et puis la dégringolade. Et la dégringolade, effectivement, avec Lisanne, où là, c'est le Canard enchaîné qui, le premier, a sorti l'affaire dans son édition en été. C'était au mois de juillet, août. Enfin, on a rapidement embrayé. Avec un mélange des genres, c'est-à-dire... Oui, voilà. Et donc, on a tout de suite compris que Jean Germain s'était embourbé dans cette histoire-là, qu'il n'arrivait pas à l'assumer. Et elle a été extraite de son équipe pour aller à l'office de tourisme. Sauf qu'à l'office de tourisme, le directeur n'en voulait pas parce qu'elle avait quand même un petit passé un peu sulfureux, la dame, avec sa société qui travaillait aussi pour c'était le Lotus, qui travaillait aussi pour la ville. Donc il y avait tout un tas de boîtes surprises qui s'ouvraient et à chaque fois on se disait oula, jusqu'où ça va aller. Et en même temps on se disait Jean Germain, c'est quand même
pas, excusez-moi l'expression, c'est quand même pas un con. Il s'est quand même pas laissé embourber par cette fille. Eh ben, si, on s'est finalement, le procès... Même si il a fait l'objet d'une émission sur TF1 à l'époque, c'était dimanche soir, je me rappelle. À 7 à 8. 7 à 8, ouais. Où il a dit, parce qu'à la fin, le journaliste, il dit, mais alors, qu'est-ce qu'il en est de vos relations intimes avec... Et c'était assez amusant parce qu'il dit, oui, je sais qu'on dit ça, et il finit par dire, je ne suis quand même pas Alain Delon. C'est vrai que tout le monde en a beaucoup reparlé après. Voilà. Ouais. Et du coup, il s'est mis il a mis le nez dans le marécage. Et là, il n'en est plus sorti parce qu'après, il y a eu plein de questions qui ont été posées. La justice s'en est mêlée. Il mettra fin à ces jours comme. Et après, il y a eu cette histoire dramatique le jour de son procès, effectivement, le matin, où tout le monde attendait au palais de justice. Il n'était pas là à 9h, je crois qu'il était convoqué. Et tout le monde commençait à le chercher, en se disant, enfin nous, on avait quand même la terrible impression qu'il s'était suicidé, quoi. On est allé même à son domicile à Parcé-Mêlé, parce qu'il avait une maison, pour voir, et en fait il a été retrouvé dans sa voiture du côté de le quartier Febvotte. Merci pour ce résumé parfait, Jacques. On a un premier message de soutien. C'est Julien Bugier, il est le présentateur du journal de 13h sur France 2, il est blésois. Écoutez cette déclaration d'amour justement à sa ville. C'est une ville à laquelle je suis très attaché et j'y retourne assez régulièrement. Ma mère est toujours là-bas, j'ai une partie de ma famille. J'en garde un souvenir à la fois à la ville, à la fois à la campagne, parce que j'ai grandi et j'allais à l'école et au collège à Blois, et je passais beaucoup de temps chez mes grands-parents qui étaient à la campagne. Mon grand-père était restaurateur, il tenait l'hôtellerie de la Loire, voilà, il y a bien longtemps. C'est mon père qui était journaliste à la République du Centre, puis à la Nouvelle République en partie, qui m'a donné envie de faire ce métier. Voilà, pourquoi ? Parce que avec lui, c'était toujours l'aventure, c'était toujours les rencontres, c'était toujours la vadrouille. Je trouvais que c'était absolument passionnant, fascinant de rentrer dans la vie des gens et de transmettre aussi l'information. J'ai toujours cru qu'il fallait donner une part plus importante dans de grands médias, la télévision notamment, aux initiatives locales. Parce qu'on s'aperçoit quand on est un provincial, comme je l'ai été pendant longtemps, mais je le suis toujours au fond, parce qu'on le reste toute sa vie, que voilà, les Français ont des idées formidables. Bon, Julien, vous êtes embauché à TV Tour, hein, du coup. Je vous propose un CDD de 3 mois, vous viendriez ? Avec grand plaisir. Alors, j'ai encore quelques éditions à parce que je viens de commencer, mais pour une reconversion ou pour, en tout cas, moi, j'ai toujours rêvé de retourner habiter en province, vous voyez, donc ça pourrait correspondre à un projet de vie dans un second temps. En tout cas, je serais ravi de collaborer avec les médias qui portent haut les couleurs de la région. Voilà, sympa, Julien Bugier. On salue les Baudins qui viennent de nous quitter et on accueille d'autres invités sur ce plateau. Marc Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Tours, consultant justice pour TV Tours. Vous avez été l'avocat des époux Courgeot. On va y revenir un peu plus dans le détail. Romain, bonsoir. Bonsoir Hélène, bonsoir Florent. Bienvenue à toi. Nous ne sommes pas les Baudins, sans doute. Non, il y a toujours le petit de papillon, hein. Et puis Audrey, bonsoir à toi, journaliste bonsoir. Évidemment à TV Tours. Alors je dis bonjour, bonsoir, on va rester sur le bonsoir. Marc Morin, hein, dans l'actualité ces 15 dernières années, on a déjà parlé de l'affaire des bébés congelés, vous avez été leur avocat, des époux Courgeot. Vous pensez que cette affaire a fait évoluer le regard de la justice justement sur le déni de grossesse ? Alors le déni de grossesse a toujours existé. Les affaires judiciaires, c'est 1% des dénis de grossesse, c'est-à-dire les mères qui tuent leurs enfants à la naissance, ça ne représente qu'1%. Mais les mécanismes sont les mêmes. Il faut comprendre qu'on peut être physiquement enceinte, mais pas psychiquement. Et même parfois, alors même qu'on est victime d'un déni de grossesse, l'enfant, physiquement, se met sur le côté. C'est-à-dire que cela explique que ces mères sont enceintes, ne le savent pas, et l'entourage ne le voit pas. Donc, et aujourd'hui, c'est bien compris par la justice, ça, ce mécanisme ? Alors, ça a toujours existé au niveau de la psychologie. Les psychologues, c'est une notion qu'ils ont toujours développée. Les psychiatres étaient beaucoup plus réservés parce qu'il y a une nomenclature et que le déni de grossesse n'était pas considéré comme une maladie psychiatrique. Or, en 2021, j'ai un dossier exactement similaire à Lorient et j'ai un grand expert parisien qui conclut à ce qu'une mère qui a tué 3 enfants et qui les a congelés était atteinte d'un déni de grossesse qui a aboli
ce n'est pas une altération, c'est une abolition du discernement. La conséquence, ce serait d'aller directement à une irresponsabilité pénale. Le déni de grossesse, il peut exister pendant la grossesse, au moment de l'accouchement et a posteriori. Alors Romain, toi, tu as ce qui t'a marqué dans la rétro qu'on vient de voir, ou qu'on va voir plutôt, c'est le sort tragique de la petite Inas, celle que l'on a longtemps appelée la petite martyre de l'A10. C'est une affaire à tiroir avec de nombreux rebondissements. Pourquoi cette affaire-là t'a tellement touché, j'allais dire? Elle m'a touché. Hélène, on était ensemble à Blois le jour où Frédéric Chevalier, le procureur de la République de Blois en 2018, nous apprend le prénom d'Ina, son nom de famille, Toulouse, sa date de naissance, un petit peu de sa vie, parce que c'est le type d'histoire où finalement on remonte le fil. Pendant très longtemps, cet enfant était la martyre de l'A10, retrouvé par des agents de Cofiroute sur la commune de Suèvre, si bien qu'elle était donc inhumée à Suèvre. Il n'y avait pas encore... Là, ça y est, on est en 2018. On a mis un prénom. Il y a un prénom sur sa plaque. Et puis en 2012, Dominique Puechmaï, qui était la procureure à Blois, relance l'enquête. Elle relance l'enquête et elle lance un appel à témoins, après Jacques Pradel en 1994 à 1993 à la télé, mais à son niveau, elle relance l'enquête aussi un peu pour abolir la prescription. Marc, vous pourrez nous en dire quelques mots là-dessus. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'en fait, en 2017, le frère cadet d'Inas est arrêté en région parisienne. Son ADN est récupéré. Et c'est grâce en fait à cet ADN par parentèle que ses parents seront interpellés en juin 2018. Ils ont été en détention provisoire. Depuis, ils ont été libérés et on attend en effet la date du procès. Nouvelle technique, l'ADN parentèle. En 1987, au départ de cette affaire, il n'y avait pas l'ADN. Pendant 30 ans, la justice blésoise a fait des actes pour éviter la prescription. Et l'évolution de la police scientifique a permis effectivement d'identifier, via le frère de la victime, c'est la théorie du quadrillage, d'identifier la famille. On a retrouvé donc le frère, qui était par rapport à la victime son frère. Donc on a de fait retrouvé les parents et élucidé cette affaire. C'est un peu la course à la police scientifique. C'est ce qui existe dans le dossier Grégory, où la justice fait toujours des actes en se disant peut-être sur un timbre, on va retrouver un ADN qui permettra d'élucider l'affaire. Cette affaire de la disparue de l'A10 est exemplaire sur le fait que parfois les criminels sont rattrapés par la science. Alors Audrey, on va te donner la parole. Tu nous as rejoint. Un événement marquant pour toi, enfin 2 événements marquants. C'est en 2011 d'abord une plaque commémorative qui a été installée en hommage aux 4 personnes tuées par Jean-Pierre Roux du Rafour, un cheminot qui a tiré, je vous le rappelle, sur des passants tourangeaux le 29 octobre 2001. Et de ces 2 événements, séparés par 10 ans d'écart, vous avez 2 souvenirs, enfin tu as 2 souvenirs bien précis. Effectivement, si on retrace le temps, en 2011, il y a cette plaque qui est entreposée boulevard Béranger, presque en face du palais de justice. Grande émotion quand on l'installe. Il y avait le maire de Tours, Jean Germain, à l'époque, et puis toute la famille, toutes les familles en fait des quatre victimes. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'émotions. Voilà, il y a une gerbe qui est déposée en leur mémoire, etc. Et c'était un moment particulier. Alors il y avait un petit orchestre, si j'ose dire, pour adoucir les mœurs, mais c'est vrai que le moment était assez grave, assez pesant finalement. Et puis effectivement, en 2001, moi j'en ai un souvenir, on va dire très précis. J'étais pas encore journaliste à l'époque. J'étais encore étudiante en anglais à la fac de Tours et je m'apprêtais à aller en cours. Et sur le chemin, en voiture, je passe devant la gare. Il était à peu près 9h et c'est vrai que je vois beaucoup de voitures de gendarmes et des policiers comme ça en faction derrière les voitures. Et moi qui suis grande cinéphile, je me suis dit, j'ai dit à mon père qui est à côté, je dis il tourne un film. Et pas du tout, en fait, c'était pas du tout un film, c'était la réalité. Et on l'a su après parce qu'effectivement, je me suis rendue à la fac. On ne savait pas à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, les portables, etc. Donc on ne savait pas ce qui se passait. Et puis c'est une collègue, une camarade
des bancs de la fac qui m'a dit, bah voilà, juste derrière moi, en fait, elle était toute blanche, juste derrière moi, il y a quelqu'un qui s'est fait tirer dessus et qui est mort. Et on a su au fil de la matinée que finalement c'était Jean-Pierre Roux du Rafour, qu'il était tout seul. On ne savait pas au début s'il y avait des complices, etc. Et moi, je me souviens que je devais aller d'un endroit à un autre dans la fac, à 2 endroits différents. Et il y avait une espèce d'angoisse un petit peu de savoir s'il avait été attrapé ou pas. Tout le monde se souvient d'ailleurs ce qu'il a fait ce jour-là et où il était. Jacques, vous me le disiez juste avant de préparer l'émission. Jacques, je voudrais vous poser une question sur une autre affaire. Cette affaire Ali Nlu, mort en septembre 2018 aux Atlantes. Nos téléspectateurs ont compris qu'on était dans une phase fait divers pour cette partie. Roué de coups pour une place de parking, c'est aussi l'irruption de la violence ordinaire. On meurt pour rien au XXIe siècle. C'est comme le chante Calogero, c'est être au mauvais moment, au mauvais endroit, et ça vous tombe dessus. Ça peut arriver à n'importe qui. 2 personnes qui se disputent pour une place de parking, ça s'envenime, un coup part, et puis voilà, votre vie bascule dans le néant. En quelques secondes, et c'est l'injustice la plus grande, même si on apprendra plus tard, on n'est pas encore au bout de l'affaire, que tout n'est pas si simple, que la victime n'est pas forcément, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, on ne connaît pas les raisons des coups, mais on se dit effectivement qu'à cet endroit précis, à un moment précis, un homme est mort, presque par hasard. Dernière affaire qu'on voulait évoquer avec vous, Marc, c'est l'affaire Jacqueline Sauvage, cette femme battue et qui a tué son mari d'un coup de fusil dans le dos en septembre 2012 dans le Loiret. Elle a été jugée en appel à Blois. La population l'a toujours considérée comme une victime, mais la justice, elle, l'a condamnée à 2 reprises à 10 ans de prison. Derrière tout ça, est-ce que c'est parfois difficile d'exercer objectivement quand la population s'est déjà fait une opinion, et une opinion très forte ? Alors, il faut rappeler que Jacqueline Sauvage a tué son mari de 3 balles dans le dos, c'est-à-dire que les faits sont établis, il n'y avait pas de contestation. Ses avocates ont essayé de plaider une notion un peu spécifique qui est la légitime défense différée. C'est-à-dire que le fait qu'elle ait été victime de violence aurait justifié qu'elle abatte son mari. Alors la justice a considéré que ce n'était pas de la légitime défense, que c'était plutôt une forme de vengeance. En revanche, sur le tapis vert, je serais tenté de dire, ces avocates ont réussi à médiatiser cette affaire pour qu'elle devienne l'icône des femmes battues. Et le président Hollande a utilisé la grâce présidentielle. Il faut savoir qu'à l'époque de Georges Pompidou, il y avait 2000 grâces présidentielles par an. À l'époque de François Hollande, il n'y en avait plus que 9. Donc François Hollande, parce que c'était une femme qui représentait toutes les femmes battues... Il y a eu un film avec Muriel Robin, d'ailleurs. Oui, il a décidé de la gracier. Donc elle a bénéficié d'une grâce présidentielle. Est-ce que quand on est avocat, on trouve ça justifié ? Alors, on en rêve tous, mais c'est très rare. Là, la grâce présidentielle. Mais on est d'accord en tant qu'avocat en se disant, mais cette femme a tué, elle est graciée. On est d'accord. En tant que magistrat, c'est beaucoup plus compliqué parce que je rappelle un détail. François Hollande avait gracié partiellement Jacqueline Sauvage et elle n'arrivait pas à sortir de prison parce que les magistrats, les juges d'application des peines, refusaient de la laisser sortir parce qu'elle n'émettait pas, notamment, de regrets. Donc il a fallu une 2e grâce présidentielle totale pour qu'elle puisse sortir. On va vous remercier, Marc Morin. C'est déjà fini d'être venu nous éclairer comme toujours. Dans la 2e partie de cette émission, nous accueillerons Pascal Foussard du Tour Volleyball pour parler de 15 ans de sport. A tout de suite. De retour sur le plateau de cette émission spéciale 15 ans de TV Tour. On remercie Jacques Benzakoun d'être venu sur notre plateau. Et puis on accueille Pascal Foussard. Bonsoir. Bonsoir. Directeur général du TVB, merci d'être avec nous. Lucas Chopin, également notre journaliste. Alors on va revenir sur les grands moments du club, du TVB. Mais d'abord on va parler d'une grande athlète. C'est Marie-Amélie Le Fur. Elle a vu grandir TV Tour et on l'a vu grandir également. Marie-Amélie Le Fur déjà iconique, à 32 ans seulement, première Marianne sportive, des gymnases à son nom et puis elle est présidente du comité paralympique et sportif français. Romain, toi dès le départ, tu as suivi son parcours. La première fois que tu l'as rencontrée, elle avait 17 ans, c'est ça
Elle avait un petit peu plus, mais en effet, en 2017, elle avait 19 ans. Et ça me permet de saluer la mémoire de Marie-Rose Perrin, une femme de caractère que, bien sûr, Pascal a bien connue. Elle était partout dans le sport. Présidente du Touraine Handisport, elle m'appelle, elle me dit « Écoute Romain, là j'ai une athlète, elle vient du Loir-et-Cher, elle vient de battre un record du monde à 5 mètres 04 du saut en longueur. » Donc c'est donc Marie-Amélie, là c'est la première fois qu'on se voit, on est en 2017. C'est l'éclosion de peut-être certainement la plus grande championne de notre région de tous les temps, hein, Marie-Amélie. C'est 8 médailles paralympiques, 3 en or, 3 en argent, 2 en bronze. C'est 3 Olympiades. Elle est, tu le disais, présidente de la Fédération Handisport. Elle est présidente du comité des athlètes pour Paris 2024. Et c'est en effet là une jeune fille qu'on a vue. On l'a suivie à ses retours de Jeux Olympiques. On était 200 dans la gare de Blois en pleine nuit. C'est une championne complète, quoi. C'est une championne en effet complète. Et puis humainement, elle est formidable. Tu l'as dit, nous l'avons suivie. Et puis elle nous a suivis. Et malgré son agenda de plus que ministre, elle nous a laissé un petit message. Au travers des reportages que vous faites, vous permettez aux personnes de la région centre d'avoir confiance en moi. Et dans les moments où je me suis blessée, dans les moments où j'ai eu du doute, dans les moments où j'ai eu besoin de personnes autres que mon entourage de proximité, et ben grâce en fait à tout le travail qui était fait par les médias régionaux et notamment TV Tour, et ben j'ai pu recevoir le soutien dont j'avais besoin parce que j'ai une communauté en région centre qui est très forte, qui est présente. Et ça, je le dois véritablement aux médias régionaux qui, encore une fois, ont été là bien avant que le grand public connaisse mon nom. L'année charnière, c'est vraiment l'année 2013 qui a conditionné en fait que derrière, j'ai vécu et j'ai mis en place mon sport totalement différemment parce que j'ai mis le doigt sur quelque chose que je n'aimais pas, c'est-à-dire faire du sport de haut niveau sans y trouver du plaisir. Oui, j'ai véritablement cette volonté de continuer à être présente pour le Loir-et-Cher, pour la région centre. Encore une fois, parce que c'est un territoire qui, depuis le début, me fait confiance, m'accompagne, a été là au moment de l'accident, de la reconstruction, du succès, des moments difficiles. Donc, j'ai véritablement envie de continuer à œuvrer localement et je continue à avoir une attention très particulière quand les sollicitations viennent de cette région et que ce soit des sollicitations médiatiques, que ce soit des sollicitations publiques, mais également simplement des sollicitations du grand public et des personnes qui habitent en région centre. Voilà, Marie-Amélie Le Fur. Pascal, qu'est-ce que ça vous inspire, ce parcours de championne? Est-ce que c'est aussi peut-être une source d'inspiration, pourquoi pas? Ouais, c'est un parcours d'exception parce qu'elle a vécu des choses difficiles. Je ne la connais pas personnellement, je la connais via les réseaux sociaux. Je la connais aussi, elle a été à Rio tout comme moi, mais on était un peu décalés avec les Jeux Olympiques et les Paralympiques. Mais moi, c'est une personne que j'admire parce que vu par où elle est passée et où elle arrive avec une force terrible mentale, en fait, c'est des exemples parce que ces gens-là sont des exemples pour des gens qui sont touchés aussi, pour avancer, pour voir que la vie continue et elle peut continuer de très belle façon. Est-ce que je lance à la cantonade Marie-Amélie Le Fur, future ministre des Sports, peut-être? On croise les doigts, mais en tout cas, elle est bien partie. Elle a un avenir, en fait, en dehors de l'avenir sportif, elle a un avenir presque tout tracé devant elle. Je pense qu'à Paris, en 2024, on va entendre parler de Marie-Amélie Le Fur. Je ne sais pas si elle ira, elle, en tant qu'athlète à Paris. Tokyo, on espère la revoir avec une médaille, mais en tout cas, à Paris, c'est sûr qu'on entendra parler de Marie-Amélie Le Fur. Et après, on lui souhaite un destin à la Laura Flessel, à la Roxana Maracineanu, etc., etc., parce que comme disait Romain, en fait, elle est au niveau humain, c'est quelqu'un de super qui est toujours en fait à l'écoute aussi des gens. Elle va dans les associations, elle va dans les écoles, et ça c'est génial. C'est un et elle est super sans exemple, compromission, Marie-Amélie. C'est pour ça, moi, je pense pas qu'elle, en tout cas pas aujourd'hui, elle est jeune. Mais non, mais ministre. Après, à la fin de sa carrière. Tu parlais d'anciennes championnes olympiques qui sont devenues ministres. Notre ministre actuel des Sports, Pascal à côté, non mais elle est bien embêtée, elle veut que le sport vive, mais finalement elle-même l'a reconnu. Tout ça n'est que du sport. Il y a un parcours à la David Douillet, c'est ça, Romain. Ah ouais. Oui, bah oui. Aussi. Ah oui, donc député seulement. Bah oui, nous on le. Ouais. Non mais je pense, elle est présidente de la fédération handisport, juste un moment où toutes les fédérations sont en train de changer. Il se passe quelque chose. Elle est une femme qui justement qui a connu un peu tout ça. On est sur des histoires de près de l'âme parce que les lames
pour les amputés tibiales coûtent très cher. Alors on se les prête, il y a des associations qui sont créées, elle connaît tout ça. Elle est coprésidente, c'est quand même exceptionnel, du comité des athlètes. Ça veut dire qu'on écoute sa voix et elle fait partie, par exemple, de celles et ceux qui disent non, nous on pense que la Motte Beuvron, par exemple, ne doit pas accueillir et n'accueilleront pas les Jeux Olympiques en équitation parce que nous on est des athlètes et on veut un village olympique. On veut connaître ce moment d'olympisme où toutes les nations se rencontrent, où les volleyeurs rencontrent les escrimeuses, où il s'emballe, on voit Romain partir, il s'emballe. Bon, on va revenir vers Audrey, car tu assures justement avec Romain la présentation du Journal des Sports, c'est tous les lundis soirs à 19h. Toi aussi, tu es donc au contact de nombreux sportifs. Sportives. Et sportives, évidemment. Si tu devais nous présenter 2-3 d'entre eux, ce serait qui tes chouchous? Allez, on va dire que mes petits chouchous, hormis l'équipe du TVB, mais Pascal est là, donc il en parlera mieux que moi. Je dirais que dans les rencontres, peut-être le nageur, hein, c'est un tout jeune nageur de 23 ans, Orandine Morera. Ce garçon, il est assez touchant parce que c'est pareil, hein, une année de confinement assez compliquée pour les entraînements, etc. Il est actuellement dans le top 10 français, il est 6e, je crois. Et il est hyper intéressant parce que il est spécialiste de la nage libre, 50-100 mètres. Alors, il espère aller à Tokyo, mais on le verra peut-être justement au JO 2024. En tout cas, il faut le suivre, ce garçon, parce que vous allez voir, il va faire des merveilles. Et puis, chez les filles, justement, moi, j'en ai gardé 2 en mémoire. Romane Bourreux, la capitaine de l'équipe du TFC féminine. Romane, qui était avant, qui jouait ailleurs et pas à Tours, elle est venue ici. Donc, elle a pris le pari, en fait, de jouer en Régionale 1, donc de descendre un petit peu en grade et de mener cette équipe, on va dire, d'une main de maître, justement, pour essayer de monter un peu les échelons. Cette saison, ça va être compliqué, mais et en plus, elle a un discours assez intéressant parce que l'équipe de France féminine de foot est venue jouer à Tours il y a quelques années et elle trouve que, par exemple, l'équipe de France féminine ne met pas suffisamment le sport féminin en avant et qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, ce qu'elle compte faire dans les années à venir. Et puis, autre championne, c'est Pauline Biscara, qui est une ancienne tricolore du rugby à 7, co-marraine du Howard Hinton 7 ici à Tours. Et Pauline, là on la voit, c'était pendant la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. Elle est arrivée jusqu'au quart de finale aux Jeux Olympiques de Rio avec son équipe de rugby à 7. Et Pauline, elle a décidé de revenir jouer les tours dans sa région de cœur. Là on la voit qui boxe, qui s'entraîne. Sacrée nana aussi, parce que c'est pareil, elle est étudiante à côté et elle aimerait bien justement faire démocratiser le sport féminin, notamment au niveau régional. Voilà. Un petit mot sur le CTHB ? Le CTHB, on en parle de plus en plus, le CTHB, parce que eux aussi sont en train, ou elles aussi sont en train de monter en grade. Là, on voit des images, leur dernier match, il y a quelques jours, face à Brest, elles ont perdu, Coupe de France, pas pour cette année, pour les Chambrésiennes, mais là, on sent qu'en fait, le niveau est en train de monter. Elles ont perdu d'un petit point face à Brest. Brest, c'est l'équipe de handball en France. Et puis l'an prochain, elles vont accueillir Alexandra Lacrabert, qui est championne du monde, vice-championne olympique. C'est une grande championne et je pense que le club, on va en entendre parler pendant les prochaines saisons. En tout cas, je l'espère. C'est des filles super en plus. Pascal, chez les hommes cette fois, le Tours a longtemps été, enfin en tout cas Saint-Cyr, une terre de handball, ça a été aussi une terre de foot. Aujourd'hui, c'est une terre de volley. Quelle époque vous préférez, celle où vous étiez, on va dire, mélangé au milieu de tous ces clubs champions, ou aujourd'hui vous êtes sous les projecteurs? Non, je préfère être sous les projecteurs, sans nuire. Il y a moins d'émulation peut-être. Oui, il y a moins d'émulation, mais vous savez, on n'a pas de problème de partager l'actualité avec les sports de plein air, mais quand on est 2 sports de salle, qu'on a, comme j'ai connu, qui jouent dans la même salle avec le basket à l'époque, c'était compliqué pour les deux. Et maintenant, chacun a son identité, nous au Palais des Sports, et le basket à mon conseil. Et je pense que tout le monde s'en porte mieux et peut aller vers ses objectifs très sereinement. Allez, on continue de regarder dans le rétroviseur les années 2012 à 2017, cette fois. 2012, année présidentielle. À l'aube du premier tour, le candidat socialiste François Hollande s'invite en Touraine, s'offrant un bain de foule au château de Tours. Il remportera l'élection le 5 mai en battant Nicolas Sarkozy. Année du changement et de l'or pour la Loire-et-Chérienne Marie-Amélie Le Fur. Aux JO paralympiques de Londres, l'athlète handisport frappe fort. Elle glane 3 médailles, dont l'or sur 100 mètres. À Beauval, l'or s'appelle Juan Yuanzi. 2 pandas géants venus de Chine et qui deviendront l'une des attractions principales du zooparc, avec des milliers d'entrées à la clé.
Avec 2013 s'ouvre le long feuilleton judiciaire de l'affaire des mariages chinois. Un imbroglio politico-financier qui vise le maire de Tours, Jean Germain, et son ex-chargé de mission, Lisanne. Cette dernière est mise en examen le 26 janvier pour escroquerie et prise illégale d'intérêt. 9 mois plus tard, même sort pour l'édile, accusé lui de complicité passive et détournement de fonds publics. À l'été, drame social pour les 900 salariés de l'usine Michelin de Joué-les-Tours. Un plan de licenciement est acté, 700 emplois vont être supprimés. Place de la Liberté, Jean Royer, ancien maire de Tours, a enfin une statue à son effigie, un bronze de 210 kilos. Saint-Martin, quittant le dôme de la basilique de Tours, l'image de ce début d'année 2014. Au Parc Expo, c'est fini pour les courses NASCAR. Ombre pesante de l'affaire des mariages chinois, au soir du 30 mars, Jean Germain n'est plus maire de Tours, battu par le candidat de droite, Serge Babary. Cette année-là, les victoires ne sont pas que politiques. Le Tour Volleyball, déjà 5 fois champion de France, ajoute un 6e titre à son palmarès. Une saison parfaite, puisque le club remporte également la Coupe de France et la Supercoupe. À l'automne, tous les yeux sont rivés sur le sort du CEA de Mons. Le commissariat à l'énergie atomique, géré par l'armée, est menacé de fermeture pour restructuration. 600 salariés sont concernés. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, monte alors au créneau. Le site ne fermera pas. Pendant ce temps, le désormais célèbre monstre de la place du Grand Marché à Tours souffle ses 10 bougies. La der des der pour l'usine Michelin de Joué-les-Tours. Le 17 décembre, le dernier pneu sort des ateliers de production. Et puis fin 2014, c'est le choc. Le 20 décembre, un homme attaque au couteau plusieurs policiers au commissariat de Joué-les-Tours. Bilan, 3 blessés dont 2 graves. L'homme sera abattu sur les lieux par les forces de l'ordre. 7 janvier 2015, la France et les Français sont plongés dans l'effroi. 8 journalistes de Charlie Hebdo sont assassinés à Paris, tombés sous les balles des frères terroristes Kouachi. Le 11 janvier, la France est dans la rue. Un hommage qui rassemblera 35 000 personnes à Tours. Au printemps, s'ouvre le procès de l'affaire des mariages chinois. Mais il n'aura pas lieu. Jean Germain est retrouvé mort à son domicile. Il s'est suicidé. 2015, c'est aussi le premier Picasso au musée des Beaux-Arts de Tours. À Vouvray, un Alpha Jet se crache sur un centre pour personnes handicapées. Bilan, 1 mort. L'enquête conclura à une panne de réacteur. En 2016, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher se retrouvent sous les eaux. Des pluies diluviennes s'abattent entre mai et juin. Scènes insolites, paysages inédits et une bataille avec les assureurs pour les nombreux sinistrés. Lui remonte le courant petit à petit. Le bateau ivre fermé il y a 10 ans est racheté par le collectif OE du bateau pour 270 000 € à la Sémivite. Il reprendra la mer en 2020 pour un long voyage. Fin 2016, c'est l'or pour Marie-Amélie Le Fur. Aux Jeux paralympiques de Rio, elle remporte la longueur et le 400 mètres avec 2 records du monde battus. Une sacrée championne. Pascal, les années 2010, les années où Tours gagne tout, champion de France, Coupe de France. Qu'est-ce que vous retenez dans ce parcours? C'est les titres, des rencontres ou une aventure collective? C'est à chaque fois une aventure collective différente, parce que c'est avec des gens différents, mais c'est des gens différents. Donc, et oui, les titres, c'est important, parce que le palmarès d'un club, on le voit aujourd'hui, le palmarès du Tour Volleyball, c'est un des plus gros palmarès en France. On ne s'habitue pas à la réussite? Moi, non. Les autres, oui, et la banalise. C'est tellement facile de banaliser la réussite des autres, mais moi, chaque nouveau titre, c'est pas comme le premier, mais c'est la finalité d'un travail fait et bien fait. Et il faut, dès qu'il est terminé, je pense au suivant. Quel titre vous rend le plus heureux? Il y a le premier, 2003, parce que c'était le premier, et il y a cette fameuse Coupe d'Europe 2005, on est champion d'Europe. Et aussi la Coupe d'Europe, il y a 4 ans, qu'on gagne à Tours il y avait une chance sur 100. Et on a gagné un titre européen à Tours, ce qui est un rêve, et on a réussi à le faire. Vous avez été tour à tour joueur, capitaine, entraîneur, directeur sportif, directeur général. On ne peut pas faire plus fidèle. Osons la comparaison, comme le Grand Barça. Le TVB, pour vous, c'est plus qu'un club? Oui, c'est plus qu'un club. Je suis arrivé, j'avais 20 ans, on est bientôt 60, donc je vais faire 40 ans dans le même club. Oui, c'est plus qu'un club, c'est ma famille que j'ai construite au fur et à mesure du temps, et j'espère maintenant avec réussite. Mais c'est plus qu'un club pour moi. J'ai une possibilité de changer de club cette année, ça m'a énormément perturbé, et à la fin, je ne l'ai pas fait. Et le public qui est là, toujours fidèle? Le public fidèle, oui, et en ce moment, c'est un déchirement. Enfin,
même d'aller voir les matchs, moi, ça m'attriste. Ça m'attriste. J'ai pas l'impression d'être dans un match. On a tellement envie de retrouver les gens. Le sport, c'est un partage et une communion, et en ce moment, on ne peut pas le faire. Donc, c'est d'une tristesse à chaque match terrible. Même pour nous, hein, quand on va voir les matchs du TVB, moi je me souviens, j'ai commencé à aller voir mes premiers matchs en 2001, j'étais à la fac. Et pour moi, TVB, c'est Pascal Foussard. J'ai jamais entendu parler du club sans Pascal Foussard. Et c'est vrai que quand on va voir les matchs, quand on a la chance d'aller les voir, on regarde les petits palmarès, il y a des petits fanions de chaque côté des tribunes. Et c'est la classe quand même. Qui a voulu vous voler, Pascal Foussard? Saint-Étienne de Chigny. Qui vous a débauché, qui a failli vous débaucher? Je ne l'ai pas dit, mais maintenant je peux le dire, c'était le club de Cannes. Pas à la hauteur, quoi. Non, si c'était un beau projet, mais bon, on a bien réfléchi avec mon épouse, mais après, bon, il y avait le soleil quand même. Oui, la Côte d'Azur. Mais voilà, c'est le cas de le dire, entre le Chinon et le soleil, j'ai pas hésité. La médiatisation du club par les médias locaux, est-ce que ça compte autant qu'un article dans l'Équipe? Pour moi, oui, parce que les médias locaux, c'est mon pain quotidien, et j'y fais très attention. Et vraiment très attention. L'équipe, oui, l'équipe, c'est important parce que c'est la renommée française du tour volleyball. Et on parle beaucoup du tour volleyball dans l'équipe. Mais bon, à un moment donné, dès qu'on marche un peu moins bien, l'équipe nous oublie un peu et les journaux locaux sont toujours là. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je l'explique bien à mes joueurs d'ailleurs. Vous êtes celui qu'on a le plus interviewé peut-être. Vous êtes votre carte de presse d'honneur et votre portrait dans la salle de rédaction. C'est gentil. Est-ce que vous nous trouvez dur parfois? Est-ce qu'on est juste? Non, moi, j'ai pas de problème par rapport à ça, parce que bon, faut accepter les deux. Il faut accepter lorsqu'on réussit, on nous encense, et quand ça va pas bien, il faut expliquer. Par contre, il faut expliquer pourquoi ça va pas bien, sans trouver des excuses, mais obligatoirement. Mais bon, moi, ça me pose pas de soucis, franchement, aucun. Et puis Pascal est dur avec sa propre équipe aussi, quelquefois. Quelquefois, il a un message à faire passer, il faut quand même dire ce qu'il y a. On arrive avec une caméra, on appuie sur le bouton. C'est parti. C'est parti, il n'y a pas besoin. Presque on est là à dire, oh quand même, ils ont bien joué. Il dit, non, ils n'ont pas bien joué, là, ça ne va pas du tout. Non, mais il faut réussir à être juste et objectif, c'est toujours difficile. Surtout après les matchs. Dans la semaine, ça va un peu mieux, mais après les matchs, il faut garder un peu de froideur. C'est jamais simple. Après, nous, on est hélas maintenant condamnés qu'à réussir. On ne peut que réussir. Quand on gagne beaucoup, on ne peut que réussir. En ce moment, on fait une saison, pour l'instant, moyenne, avec des soucis, peu importe. Et on a l'impression que c'est une catastrophe nucléaire. Mais ce n'est pas une catastrophe nucléaire, parce que c'est la vie sportive. Ça fait Comme vous dites, le TVB va rebondir. Oui, le TVB va rebondir parce que je pense que si on fait une saison moyenne, moi je pars sur un recrutement avec Bruno Poilpré, le président du club, triple XL l'année prochaine. Allez, on va revenir un petit peu à l'actualité. On va revenir à l'actualité qui a marqué ces dernières années. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler de la manifestation en soutien à Charlie Hebdo. Est-ce que justement vous aviez le cœur à jouer en janvier 2015 je vous renvoie en arrière, mais après tous ces attentats, après ces attentats, quand on reprend le championnat, c'est lourd de retourner au sport? Oui, c'est pesant. C'est pesant en plus. Harakiri, Charlie Hebdo, c'est toute ma jeunesse, donc c'était très pesant. C'était difficile. On avait joué à Tours, d'ailleurs, je me souviens. Il y avait eu un hommage qui avait été fait fort, assez vibrant d'ailleurs. Et après. Vous étiez dans la manif? La manif, non. J'y vais très peu, mais ça ne m'empêche pas d'avoir soutenu le plus possible. Mais non, c'était dur, c'était pesant. Il y a eu une atmosphère ça a duré au moins 15 jours à 3 semaines qui était compliquée. Après, nous, les sportifs, on voyage beaucoup. Il y a toujours des craintes. Quand il y a des attentats, quand il y a des choses comme ça dans le milieu sportif, on prend le train, on prend l'avion, on prend le métro, on prend beaucoup de choses. On était toujours dans un climat un peu, pas tendu, mais il y avait une appréhension au début. Maintenant, c'est vrai qu'en plus, souvent, on a entendu parler des accidents, alors parfois bêtes, mais toute une équipe dans un avion qui se crache. Bon, bah là, c'est pas forcément d'attentat, mais ça peut arriver aussi. J'ai pris un avion avec l'équipe de France pour revenir de Corée. 2 jours après, l'avion qui prenait le même avion, la même ligne, qui a survolé l'Ukraine. Voilà. Et Pascal s'est déjà demandé comment l'avion avait réussi à atterrir à Moscou sous 2 mètres de neige. Ça, c'est arrivé aussi, oui. On va donner la parole un tout petit peu à Lucas. Lucas qui a aussi vécu les événements de Charlie, mais en tant qu'étudiant. Est-ce que ça t'a donné envie d'être journaliste? Est-ce que ça t'a conforté dans cette idée de vouloir défendre aussi la liberté d'expression? C'est plutôt ça. Ça faisait déjà quelques années que je voulais être journaliste. Le 7 janvier 2015, je suis en première année d'études. J'étudie aussi le journalisme.
et je découvre qu'on peut mourir en France en 2015 parce qu'on est journaliste. Ça met un coup de massue, mais finalement, ça m'a beaucoup motivé. Et aujourd'hui, j'ai en moi du Charlie Hebdo, comme beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire tous. Oui, ça marque, ça fait peur peut-être, mais ça donne envie de se battre pour ces belles valeurs. Alors là, on voit les images de la mobilisation Tourangelle. Il y avait 35 000 personnes, c'est du jamais vu, c'est historique. Toi, de ton côté aussi, tu as manifesté, tu l'as vu aussi, cette mobilisation? Oui, moi j'étais chez mes parents à l'époque à Amiens. Et comme partout en France, on a vu vraiment un peuple uni. Certains n'aiment pas Charlie Hebdo, certains aiment. Et pourtant, là, on se battait tous pour ces mêmes valeurs, pour ces valeurs de liberté d'expression. Et ça, ça a un peu donné foi en l'humanité, alors que certains voulaient l'inverse. Un grand élan de solidarité en 2015. Merci. Voilà, c'est l'heure de faire une nouvelle pause. On va remercier tous nos invités d'être venus. Merci à vous, Pascal Foussard. Merci à vous, l'équipe. On va se retrouver juste après la pub pour la nouvelle et dernière partie de l'émission. On y parlera gilets jaunes, coronavirus et économie. À tout de suite. De retour dans cette émission consacrée aux 15 ans de TV Tour Val-de-Loire et on accueille 4 nouveaux invités. Émilie, bonsoir. Salut Flo. Grande prêtresse de Tilt, ça fait 8 ans que tu es dans ces murs, tu nous raconteras quelques anecdotes. Mickaël Texier, bonsoir. Bonsoir Florent. Rédacteur en chef de TV Tour Val-de-Loire. Stéphane Frachet. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Monsieur économie de TV Tour. Et puis Samuel Collin. Journaliste. Bonsoir Florent. Bonsoir. Alors justement Samuel, on se transporte dans le temps 2020-2021, événement marqué par le coronavirus. Le défi, ça a été de traduire notamment chez nous les annonces gouvernementales théoriques en annonces assez concrètes finalement sur le terrain pour savoir un petit peu comment ça allait se traduire au jour le jour en Indre-et-Loire. Ça a été difficile. Notre rôle à nous, en tout cas ce qu'on s'est donné comme mission avec ceux qui ont continué à travailler, c'était d'être le regard et les yeux de ceux qui étaient confinés, donc la majorité de la population. Donc ça passait effectivement par les chiffres gouvernementaux. On attendait au tout début la première vague. On était là du 17 mars jusqu'au mi-avril à peu près. On attendait la première vague. Quand est-ce qu'elle allait arriver? Les yeux rivés sur les chiffres. Est-ce qu'on va passer en alerte ou pas? Donc il y avait ces chiffres qui étaient quotidiens effectivement. Mais une fois qu'on a dit ça, ça dure 10 secondes. Qu'est-ce qu'on fait à côté? Et notre travail consistait effectivement à montrer comment ceux qui continuaient à travailler, ceux qui devaient continuer à faire leur métier, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le milieu médical, dans le milieu sanitaire, comment ils continuent à travailler. Mickaël, même savoir où acheter de l'essence, où acheter son pain, la piscine est-elle ouverte, est-ce que j'ai le droit de laisser mes enfants au centre de loisirs, tout ça, ça devenait une information cruciale qu'on devait donner en fait. En fait, on s'est intéressé aux besoins essentiels des gens, comment se nourrir, comment se protéger, comment circuler quand tu le pouvais, comment travailler quand tu le pouvais, et tout ça dans un cadre sanitaire extrêmement restreint et contraint. Donc à chaque fois, on a pu décliner l'ensemble de ces thèmes presque à l'infini, et ça a été ça un peu notre grande surprise. Quand on s'est retrouvés au tout début ensemble dans cette salle de rédac en se disant bon, il se passe plus rien, qu'est-ce qu'on va dire ? Comment on parle du rien? Et en fait, il s'est passé énormément de choses, à notre grande surprise. Et chaque premier jour, on s'est dit, bon allez, on va tenir peut-être une semaine, et puis on fera l'ensemble des sujets, puis on verra ce qu'il adviendra. Puis semaine suivante, et la semaine suivante. Et depuis, presque, ça n'a pas arrêté. Une autre façon de travailler, même les informations, il fallait les chercher quand même. Les préfectures n'étaient pas toujours au courant. Non, puis on a fait partie de ces rédactions qui étaient sur le terrain. Il y a eu beaucoup de nos confrères qui ont travaillé depuis chez eux, depuis leur studio. Nous, notre force, c'était d'aller à la rencontre de ces gens. Et donc les informations, c'était des informations qu'on récupérait de ce terrain, qu'on a labouré pendant et les audiences ont grimpé. Il faut se souvenir que le contexte du premier confinement, c'était l'inquiétude sur un virus qu'on ne connaissait pas et qui pouvait avoir des formes terribles. C'était un peu ça le contexte. On se souvient qu'en Italie, il y avait quand même des images marquantes. Et donc nous, on attendait cette première vague en continuant à travailler parce qu'effectivement, comme tu disais, Mickaël, il y avait plein de choses à faire et on a pu, en fait, les sujets se sont présentés à nous aussi. On a trouvé au fur et à mesure. Mais le contexte, c'était ça, c'est que tout était à l'arrêt parce qu'on ne savait pas réellement la teneur de ce virus.
Sam, toi qui étais sur le terrain, puisque voilà, je sais que tu es resté, tu étais sur le terrain, est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as eu peur d'attraper le virus? Est-ce que les gens, ils t'accueillaient en restant super distants de toi ou pas du tout? Rappelez-vous, au début, on ne portait pas de masque, alors on se lavait les mains, mais tout ce qui était masque, etc., au tout début, on n'en parlait même pas. Il y avait encore des polémiques sur dire il faut mieux pas porter le masque, on ne saurait pas porter un masque. Au tout début, on en était là. Et puis après, effectivement, avec le temps, on a pris en compte ces données-là. Mais au tout début, est-ce que j'avais peur? Je me disais que j'étais plutôt en bonne santé, plutôt jeune, plutôt pas à risque. Je prenais mes distances, on était précautionneux, mais au sens peur virale, non. Alors Émilie, on va se tourner vers toi. Toi, tu es rentrée chez toi. Tu as fait partie de ces gens qui ont dû s'adapter et tu as appris à travailler différemment. Oui, mais moi j'avais peur. Moi j'avais peur pour eux. Parce que moi j'étais confinée, c'est ça, mais je savais qu'ils allaient partout. On n'avait pas le droit d'aller dans les hôpitaux, dans tout ça. Et c'était un super boulot qu'ils ont fait. Toi, tu as proposé Confitilt. C'est une émission réalisée avec ton ordinateur. On le disait avec les moyens du bord. L'idée, c'était de continuer à distiller un peu de bonne humeur dans cette ambiance qui était un peu anxiogène. C'est ça. Alors il y avait l'idée, bien sûr, de parler d'infos positives parce que moi, c'est mon cheval de bataille et j'ai envie de montrer tout ce qui se passe de positif sur le territoire. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une semaine, je crois, où on n'a rien fait. Et puis très vite, au bout de 3 jours, je me suis dit, non, on peut faire un truc. On peut faire un truc à la maison, même si c'est un format un peu dégradé. Il se passe un nombre de trucs incalculables sur le territoire. C'est les maisons de retraite, par exemple. Je pense à Bocage Park qui voulait fêter les anniversaires des résidents qui n'avaient plus vu personne depuis longtemps et ils ont commencé à aller les applaudir avec des casseroles. Là, on les voit juste pour leur dire hey, on est là et puis on pense à vous et on fait de l'animation. On ne peut plus venir vous voir dans les chambres, on fait quelque chose. Ça va être des initiatives solidaires aussi, telles que, je ne sais pas moi, les paniers suspendus, les choses comme ça qui ont commencé à faire leur apparition. Et puis plein de cultures. Les gens, les musiciens jouaient dans leur jardin. Ça faisait du bien à tout le monde, ils se sont mis à faire des lives sur Internet. Moi, j'ai envie d'embrasser aussi DJ Khalouf Omar de la charcuterie musicale, qui est un monument ici et dont on parle souvent. Et là, on le voit à l'image. Lui, il faisait des blind tests parce que c'est le truc de la charcuterie musicale. Ils font des blind tests musicaux. Ça fait tout le monde joue à ça, tout le monde adore ça. Il a continué, il faisait de chez lui. On jouait tous en ligne. Tous ces gens qui ont fait des trucs en fait formidables. Moi, j'avais envie d'en parler. J'avais envie que les gens qui découvraient aussi TV Tour via les réseaux sociaux, parce qu'on a beaucoup explosé sur les réseaux sociaux à ce moment-là, puissent découvrir aussi ces gens-là sur le territoire. Il ne se passait pas que des trucs horribles, il se passait des trucs formidables, des chaînes de solidarité, des engagements de gens, des engagements citoyens, et ça, il fallait le montrer aussi. Et c'est quelque chose que tu as pris à bras-le-corps. Enfin, tu t'es pas dit, je vais rester chez moi. Tu as trouvé la motivation de faire ça et ça t'a plu finalement. Bah ouais, mais ça, c'est génial. Quelle meilleure motivation que de donner des bonnes nouvelles aux gens? C'est quand même formidable. On dit toujours pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais moi tout le temps c'est plein de nouvelles, bonnes nouvelles, parce qu'il y en a plein. Enfin, je sais pas, Stéphane, toi j'imagine que tu as aussi en souvenir des trucs que tu as découverts à ce moment-là en disant ah mais ce chef qui va cuisiner. On a ces entreprises qui continuent de travailler, qui trouvent des solutions. Les makers, tout ça. Enfin, c'était tous ces gens qui se sont bougés quoi. Et ben ils sont chez nous et il fallait leur faire un coup de chapeau. Justement, Mickaël, toi, ce qui t'a interpellé, c'est toutes ces initiatives solidaires de la part des habitants d'abord, de bénévoles, et puis ensuite d'entreprises à titre gratuit, gracieux, et puis ensuite ces entreprises aussi qui ont réussi à rebondir, à se saisir de cette crise pour se sortir de l'ornière. Ouais, il y en a eu plusieurs, et ça montre la capacité de ces gens à s'adapter à un environnement qui s'était complètement effondré. J'ai en tête une entreprise de fondettes qui a perdu quand même une grande partie de son chiffre d'affaires dans ce contexte, parce qu'elle bossait avec l'aéronautique essentiellement. Le marché aéronautique est ce qu'il est aujourd'hui. Elle a développé pendant cette période-là des systèmes de robots pour décontaminer. C'est engineering data, c'est ça? Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, elle se positionne sur le marché du robot autonome dans les entreprises. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à développer un nouveau type de savoir-faire grâce à cette crise, en espérant, et ils croisent les doigts, que ça va marcher. Mais ils ont quand même beaucoup d'espoir vu le marché qui se développe. J'ai l'hydroalcoolique qui a été fabriqué par d'autres entreprises. On a fait un sujet, c'était amer, de cette entreprise qui fait à la base de la peinture. Et j'ai encore ces images du chef d'entreprise qui, dans son seau de peinture, fait tous ses ingrédients. Ouais. Et il touille ça avec un bout de bois, et puis il met ça dans un contenant, puis après il va distribuer ça gratuitement à tous ceux qui en veulent. Ceux qui ont fabriqué des plexiglas. Au début, la course au plexiglas était incroyable. Aujourd'hui, c'est d'une banalité incroyable.
Mais à l'époque, c'était rare. Des gens qui avaient des stocks de plexiglas, ils se sont dit, tiens, on va les utiliser. Ils ont équipé toutes les boulangeries, tous les commerces qui pouvaient rester ouverts, les centres commerciaux de la même manière. Enfin, il y a eu énormément d'exemples comme ça. Ça montre la force et la richesse au-delà du territoire. C'est des gens qui le composent, quoi. Stéphane, c'est un peu tout le paradoxe finalement de cette période, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses tragiques, des décès à l'hôpital, etc. Puis en même temps, cette inventivité et intellectuellement aussi, c'était palpitant. On a découvert les virus, les médecins, voilà, le circuit de vaccination, etc. Comment on gère les deux, en fait? C'est ça, c'est une période très particulière. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'en fait, là, on fête les 15 ans et on vit une deuxième crise. Et donc, on s'aperçoit que une deuxième crise, puisque les TV Tours, il y a 2006, il y a une première crise 2008-2009 avec une plongée aussi un peu, on ne savait pas où on allait à l'époque. Et là, c'est un peu pareil. Et on trouve des entreprises. Et tout ça. Voilà, la crise des subprimes, avec aussi des pertes d'emplois. Et là, il y a de nouveau, on trouve dans les entreprises, effectivement, comme tu le disais, voilà, des ressorts pour bouger, aller vers des solutions. L'actualité, c'était donc, on l'a dit tout à l'heure, les chiffres au quotidien du Covid où on annonçait le nombre des morts. Mais il y avait aussi, comme tu l'as dit Émilie, des moments de joie. Et ça, c'était aussi important. Et là, je pense notamment un reportage qu'on a fait rue d'Entraigues à Tours. On va voir les images. Et là, on est vraiment sur de l'info hyper locale. Pourquoi ça valait le coup d'aller le faire, ce reportage, Mickaël, par exemple? Parce que c'est à l'image de ce qui se passait, ce qu'il y avait dans la tête des gens. Regardez, ça, c'est incroyable. C'est un couple, rue d'Entraigues, au niveau quartier ouest de Tours, qui se dit, nous, tous les jours, on va diffuser de la musique. Là, c'est la compagnie créole. Et chaque jour, les habitants du quartier étaient informés de quel type de musique allait être diffusée. Et le but, c'est un karaoké géant à l'échelle d'un quartier. Regarde, la joie des gens. Regardez ça, c'est incroyable. Et ça a marché. Mais oui, ça a marché. On a eu beaucoup de commentaires sur ce sujet. C'était à 20h, vous vous souvenez, qu'on applaudissait à 20h. Et puis, il y a ce côté aussi de solidarité qu'on a vécu de manière forte au premier confinement. Il y avait un vrai esprit, un vrai bon esprit. Ouais. Et on posait la question tout à l'heure, comment ça se passait à l'extérieur en sortant pour les reportages. Il y avait un vrai bon esprit à ce moment-là. Parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer. On se disait, on se serre les coudes. Et clairement, c'était un peu partout comme ça. Et on était très bien accueillis. Je pense à Audrey qui s'est fait alpaguer par une mamie à Blois. J'ai envie de vous parler. J'ai parlé à personne depuis 24 heures. Les gens avaient besoin de parler et finalement de se retrouver. Ouais. Bien sûr. Et il y a eu plein d'initiatives comme ça, des musiciens aussi qui sortaient devant leur porte. Et toi, tu t'en es fait l'écho aussi Il y avait aussi un très joli question pour un voisin où ils se mettaient au balcon comme ça. Il y avait des équipes et tout. Il y avait vraiment des trucs formidables. Mais tous les jours, moi j'ai fait Confitil tous les jours avec une info sympa, une info solidaire et une info culturelle. J'en ai eu tous les jours, j'ai jamais eu de problème pour fournir. C'est ça qui nous a surpris en fait, c'est la richesse, je pense. Le fait qu'on ait pu alimenter ces contenus et ces formats pendant toute la période en fait. Et je me souviens d'ailleurs qu'on se disait, bon, on le fait une semaine, bon, on le fait 2, et puis finalement, on l'a fait jusqu'au bout du confinement. C'était chouette. Allez, on jette un regard en arrière, le dernier regard en arrière, un tour d'horizon des événements qui ont marqué ces 15 dernières années, et on s'intéresse à la période 2017-2021. En mars, François Hollande inaugurait le tout nouveau CCCOD à Tours. 65 000 visiteurs en profitent chaque année. Année électorale, les législatives rebattent les cartes politiques en Val-de-Loire. Un poids plume exceptionnel, 142 grammes, pour un bébé panda né en août à Beauval. Brigitte Macron en est la marraine. Septembre, la salle du jeu de paume est inaugurée à Blois. En octobre, Tours se choisit un nouveau maire dans la douleur. Christophe Boucher prend la suite du démissionnaire Serge Babary. Début 2018, déflagration médiatique et judiciaire. Pierre-Marie Dizier, chef de chœur du Conservatoire de Tours, aurait violé et agressé sexuellement 6 adolescents. Son suicide met fin à la procédure en cours. En mars, la Touraine vit à l'heure Macron pendant 2 jours, bain de foule et selfie pour un président encore populaire. En juin, les routes départementales passent à 80 km/h. Ralentissement aussi pour l'ADA Blois, freiné dans son accession à l'élite du basket, faute d'un centre de formation agréé. En juillet, éclate l'affaire Mounia Haddad, conseillère départementale LREM de Saint-Pierre-des-Corps. Elle est enlevée et séquestrée par sa famille pour la forcer à se marier en Algérie. Son père, son frère et ses oncles écopent de peine de prison. Le 15 septembre, un nouveau fait divers stupéfie la Touraine. Ali Unlu, 43 ans, est mort après avoir été roué de coups pour une place de parking. Le procès des 2 auteurs présumés devrait se tenir en 2021.
En novembre, les ronds-points et la rue se teintent d'une colère jaune. Taxes sur les carburants en travers de la gorge et un président qui serait trop éloigné des Français. Il a voulu prendre le poste. Il a été élu, maintenant il s'arrange avec ça. C'est son problème à lui. Manifestation émaillée de violence. Le 1er décembre, à Tours, un gilet jaune perd une main après avoir ramassé une grenade de désencerclement. 2019, une année marquée par les festivités des 500 ans de la Renaissance. Paris réussit avec plus de 10 millions de touristes dans la région. Le Tour FC touche le fond, relégation sportive et financière, le club perd son statut professionnel. À l'été, une affaire de pédophilie hors norme éclate. 312 victimes présumées du chirurgien Le Squarnec, 14 à Loches, dont Amélie Lévesque. Il faut aider à prouver que cet homme était le mal incarné. En 2020, Beauval ouvre son dôme équatorial. Objectif, record de fréquentation, mais ça, c'était avant la crise Covid. Le Covid en mars qui devient une réalité. D'abord les queues devant les grandes surfaces, puis le 17, la vie qui s'arrête. Le Val-de-Loire apprend à vivre sous cloche. Je vous ai aperçu, donc je dis quelqu'un avec qui parler. Des entreprises s'adaptent, fabriquant équipements de protection et gel hydroalcoolique. Les hôpitaux sont proches de la saturation. Les soignants deviennent des héros et les citoyens confinés tentent de maintenir un lien le plus festif possible. Au printemps, le déconfinement est annoncé, la vie reprend ses droits. Mais certains y laissent déjà des plumes, dans l'aéronautique notamment. Juin, dernier vol des Alpha Jets de l'école de chasse qui quitte Tours après 60 ans de présence. En juin, la politique reprend ses droits. Tours passe au vert et se veut capitale de la gauche écologiste. Saint-Pierre tourne le dos au communisme. Wilfried Schwartz, maire de La Riche, devient le nouveau président de Tours Métropole. L'été 2020 est comme une parenthèse. Les projets en sommeil peuvent éclore. Le complexe de luxe Les Sources de Cheverny ouvre ses portes. Blois inaugure le plus grand drive-in de France. Et sans les étrangers, les châteaux font le plein de touristes français et régionaux. Sur le front social, bonne nouvelle, les anciens matras de Romorantin touchent leurs indemnités de licenciement 17 ans après le plan social. Mais on est déjà en octobre et le Covid se fait de plus en plus menaçant. Le 30, le couperet tombe. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Levé le 15 décembre, remplacé par des couvre-feux, mais les lieux accueillants du public restent fermés. Une entrée dans l'hiver morose qui voit la mort de Valéry Giscard d'Estaing en résidence de cœur à Auton. En fin d'année, Jacques, résident à l'EHPAD de Brou de Joué-les-Tours, symbolise un nouvel espoir. Il est le premier vacciné de Touraine. 2021 s'ouvre, comme 2020 s'est terminé, la crise sanitaire fragilise les populations. Rush dans les rues pour les étudiants et le repas à 1 €. File d'attente qui s'allonge au Resto du Cœur. Autre file d'attente pour se faire vacciner. Les créneaux sont pris d'assaut par les plus de 75 ans. Maigre cocorico, le vaccin Moderna est produit en Touraine, à Mont. Voilà, que d'événements. Stéphane, en 15 ans, le territoire a beaucoup évolué en termes de fermeture d'entreprises d'abord, hein, avec Tupperware et Michelin à jouer les tours. On a aussi assisté dernièrement à un bouleversement de l'économie régionale avec le Covid-19. Hein. On pense par exemple, je sais pas, au train, par exemple, qui est devenu une nouvelle star. Le train et puis la santé, parce qu'on termine là ce sujet sur Mont Récipfarm. Le Val-de-Loire et la région Centre sont un vrai pôle de santé. On entend parler de santé comme on entend parler de santé à Lyon. Voilà, c'est le territoire est en première division si on parle d'industrie de la santé. Oui, de sous-traitance. Voilà. Et en ferroviaire, je tiens à ce qu'on en parle parce que c'est assez peu connu. Ou de loin, on regarde Saint-Pierre-des-Corps, c'est sale, c'est noir. C'est l'industrie lourde d'avant, mais pourtant il y a des entreprises de pointe. Alors il y a Faiveley, mais il y en a d'autres. Il y a Barra qui n'est absolument Socofer. Il y a Barra qui n'est absolument pas connu à Blois et Contre, qui fabrique des sièges aussi et des équipements pour l'intérieur des cabines, des portes pour les conducteurs de métro ou de tramway. Ça c'est Faiveley, les portes de tramway ou de train. Bon, alors là il y a une chute vertigineuse de la fréquentation du train. Mais ces entreprises marchent
quand même très bien. Et dans les prochaines années, elles vont tirer leur épingle du jeu. C'est pas manichéen. C'est pas elles vont bien ou elles vont mal. Elles ont des perspectives parce que les décideurs et les pouvoirs publics et la Banque européenne d'investissement et de l'argent arrivent vers des mobilités décarbonées. C'est le grand mot pour dire qu'on ne va pas polluer en circulant avec sa voiture, mais qu'on va aller plus vers plus de transports en commun et de plus jolis transports en commun, de plus efficaces. Des trains à hydrogène, on a beaucoup parlé de Tourloche, mais il y en a par exemple ailleurs, bien sûr. Donc le secteur ferroviaire a un avenir et il y a des belles entreprises dans le ferroviaire masquées par les géants que sont la SNCF ou Alstom, qui ne sont pas toujours présents dans la région. Je pense que aussi, à Tours, il y a l'EIMM. Et à l'inverse, le Covid-19 a rebattu les cartes dans le secteur aéronautique, qui était le fer de lance de l'économie tourangelle. Et là, ça se casse un peu la figure. Là, c'est un petit peu difficile. On perd notamment le siège social. Alors, on ne perd pas l'entreprise Mécachrome à Amboise, mais on perd le siège social. Le PDG a décidé de transférer le siège social à Toulouse. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais d'un autre côté, on a envoyé beaucoup de jeunes vers les métiers de l'aéronautique. C'était les métiers d'avenir. Bon, je pense que l'aéronautique n'est pas mort. Il y aura toujours de l'aéronautique demain. Il ne faut pas qu'on enterre l'aéronautique. Mais sans doute un peu moins. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont formés à ces métiers et aujourd'hui, on leur dit quoi ? Heureusement, l'Indre-et-Loire, la région, a une économie assez finalement diversifiée. Exactement. Il y a encore le numérique, par exemple. Voilà, le numérique, on a parlé du ferroviaire, mais la santé, le numérique, c'est 28 000 emplois dans toute la région. C'est le secteur qui a tiré l'emploi dans notre département d'Indre-et-Loire. J'ai 2 chiffres. 29 000 emplois industriels en 2013 dans le 37, 27 400 aujourd'hui. On en a perdu donc 1 600. Moins, c'est environ 1% de l'ensemble des salariés. Dans le 41, c'est très grave ce qui se passe dans le 41. Le 41, sur la période, a perdu des emplois, toutes catégories confondues. Et dans l'industrie, c'est encore plus. C'est moins 2300 postes dans l'industrie seulement. Et c'est 3% de l'ensemble des salariés du Loir-et-Cher. Le Loir-et-Cher est dans une situation assez délicate quand même au niveau de l'emploi. Il y a quelques pépites, quelques jeunes entrepreneurs et entrepreneuses qui nous font un peu rêver, enfin, en tout cas qui tirent le département vers le haut. Alors vous en avez sélectionné quelques-uns, Stéphane. Voilà, c'est difficile et je ne veux pas me faire d'ennemis. Et TV Tour ne veut pas se faire d'ennemis. Samuel Provost, Emmanuel Hervé, Christophe Hay. Voilà, Samuel Provost et Christian Provost, son père, l'entreprise Bara dans le ferroviaire dont on parlait, Emmanuel Hervé, parce que Hervé Thermique, une entreprise, une ETI qui est challenger de EDF, Suez, Engie dans la rénovation thermique du bâtiment. C'est aussi là où des fonds vont arriver. Il y a un enjeu contre le réchauffement climatique. Il faut que nos bâtiments qui sont des passoires énergétiques soient rénovés. Et Emmanuel Hervé, à la tête d'Hervé Thermique, il n'est pas tout seul, mais cette entreprise-là est bien positionnée. Et puis Christophe Hay, parce que c'est un peu, on en parle un peu comme une vedette, il passe à la télé, tout ça. En fait, c'est un peu l'acmé de ce qui s'est passé depuis 20 ans, le classement de la Loire au patrimoine mondial. Michel Sapin, qui vient inaugurer une portion de Loire à vélo. TV Tour existait à peine. C'était la portion de Loire à vélo Tours-Savonnières. Aujourd'hui, c'est la portion de la Loire à vélo la plus empruntée. Les élus du 37 y ont cru avant les autres, notamment avant ceux du 41 et avant ceux du 45. Ceux du 45, le Loiret, ils s'y mettent aujourd'hui, ils trouvent ça formidable. Nous, ça y est, le 41 avec un petit peu de retard, le 37 avec un peu d'avance, on avait cru à la Loire à vélo. Enfin, je dis on, les élus locaux avaient investi dans la Loire à vélo. Ça rebooster le tourisme depuis 15 ans. Ouais, je reviens sur Christophe. Tu le connais bien, Émilie. Christophe, j'ai l'impression d'avoir interviewé une personne toute l'année, c'était lui. Je lui ai tendu le micro pratiquement tous les mois parce qu'il faisait toujours quelque chose au début, pendant le confinement, effectivement, pendant le déconfinement ensuite. Et puis, il y a toutes ces distinctions qu'il a eues, tout en étant... Alors là, le mot, il est important pour lui, je sais, c'est terroiriste. C'est-à-dire que lui, c'est le terroir à fond. C'est pas très heureux. Mais si, c'est ça aussi. Ouais. Non, mais il faut vraiment le prendre dans ce cadre-là. Ce mot, c'est il veut mettre du local partout, il valorise tous les produits du coin. Avec une nouvelle installation à Blois. Avec la Loire. Et puis voilà, et puis ce projet incroyable, au moment aussi où tout est difficile et où tout le monde a du mal un peu à se dire il faut se relancer, lui, il part sur un projet incroyable à 18 millions d'euros, je crois, et, avec un hôtel... 5 étoiles, 5 étoiles. Dans les critères internationaux pour faire venir les gens ici et pour leur montrer ce que c'est que notre terroir et sa cuisine, etc. Et faire des jardins partagés pour que ce soit avec les Blésois. Enfin là, il redonne encore une bonne façon, une bonne
comment je pourrais dire, il donne une bonne raison de parler de lui parce qu'il nous fait du bien aussi. On termine avec deux femmes, Stéphane, que tu as sélectionnées aussi, hein, qui sont deux championnes du cru, on peut dire. Oui, Magali Frontero, qui est à la tête de ce bureau d'études, qui à droite sur l'écran, Voilà, qui est Magali Frontero. Et puis un super sourire. Marie Gassier, qui est en fait l'épouse de Julien Darguès. En fait, on parle souvent de Julien Darguès parce que c'est lui un peu qui s'expose beaucoup, mais en fait, ils ont tout fait en couple. Julien Darguès, donc c'est la tête de pont du numérique. Voilà, président de la French Tech Loire-Vallée, fondateur d'InterviewApp, une petite PME, une petite start-up au départ, et aujourd'hui qui fournit plein d'acteurs comme Adecco, comme Casino, comme la Caisse d'épargne pour faire des entretiens CV par vidéo. Ils sont derrière ces nouveaux modes de recrutement. Et Marie Gassier, on la met peu en avant, et elle-même se met peu en avant, et pourtant elle est aussi très moteur dans cette création-là. On va refermer la page économie. Merci, on va revenir sur les manifestations liées aux Gilets jaunes, mais qui ont aussi impacté l'économie, j'imagine, parce que tout a été mis en stand-by aussi par ces manifestations, donc qui ont débuté en novembre 2018. C'était un mouvement qui a été difficile à couvrir pour nous, journalistes. Là, je me retourne à nouveau vers vous. D'abord parce qu'il n'y avait pas de leader et que du coup, on n'avait pas d'interlocuteur unique. Donc, c'était compliqué. Comment est-ce qu'on a fait avec ces fameux Gilets jaunes ? Les Gilets jaunes, en fait, on s'est pris un retour à la réalité avec les Gilets jaunes, avec la parole individuelle. Et on était complètement... Enfin, on était perdus au début avec les Gilets jaunes. Qui ils étaient, au nom de qui ils parlaient, au nom d'eux-mêmes. Bien sûr. Et donc, ça crée... Nous, on a l'habitude, quand on tend un micro, soit à prendre un témoignage, donc la personne, c'est légitime qu'elle parle en son nom, soit quelqu'un qui fait autorité et elle parle au nom d'autres personnes. Là, c'était complètement... protéiforme en plus comme mouvement. C'était extrêmement compliqué au début à couvrir, d'autant que les Gilets jaunes, rapidement, ils ont montré la défiance qu'ils avaient envers les institutions en général et les journalistes aussi. C'était, alors à titre personnel, une période assez compliquée professionnellement, parce qu'on était un peu perdus. Je sais pas, Samuel, justement, puis il y a eu cette violence qui s'est invitée dans la couverture des événements, en fait. Hein. Tous les week-ends, ça pétait. Oui. Il y avait effectivement cette horizontalité, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas d'intermédiaire. Donc ça, c'était effectivement, tu l'as très très bien résumé. Au tout départ, c'était ça les premières données. Et puis après, ça a vite dégénéré. Donc on se retrouvait, nous, à travailler, quand on travaillait le week-end, tous les samedis, sur la place Jean Jaurès. On était donc à partir du 17 novembre, acte 5, 6, 7, 8. Donc c'était toutes les périodes autour de Noël. Avec... d'un côté, les policiers qui ne sont pas encore des CRS, qui sont simplement des policiers de la force de l'ordre public, donc qui ne sont pas vraiment entraînés, donc qui se retrouvent à faire des ordres reçus par la préfecture, mais qui ont un peu du mal à assumer parce qu'eux-mêmes sont assez proches des Gilets jaunes quand on parle avec eux, ils sont assez proches de leurs revendications. Et nous, on se retrouve au milieu, avec d'un côté les policiers qui sont obligés du coup de charger, d'envoyer des gaz lacrymaux à longueur d'après-midi, et de l'autre côté la défiance des Gilets jaunes. Donc c'est vrai que c'était assez particulier. Sur nous, c'était pas toujours. Et au milieu, les familles qui font leurs courses de Noël, parce qu'on est dans cette période-là. Et parfois, tu demandais d'où le danger allait venir quand même, du côté des bleus ou du côté des jaunes. Moi, et c'est la première fois qu'on porte un casque et qu'on s'équipe pour aller en tournage aussi. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est vraiment le week-end, le samedi, dans la grande ville de Tours. On a aussi connu tout ce qui était les villages, ou en tout cas les villes moins importantes, avec ces ronds-points occupés. Donc il y a aussi d'autres, comme tu le disais, c'était protéiforme, mais il y avait d'autres aspects des Gilets jaunes. Mais le week-end, effectivement, on était casqués et on était masqués et on allait au front. Une insurrection comme on n'avait jamais vu dans un département comme l'Indre-et-Loire, clairement. Ouais. C'est aussi la différence, on l'a vu, on parlait avec d'autres interlocuteurs, d'autres collègues journalistes de la période Charlie. À ce moment-là, les journalistes sont applaudis, on se bat pour la liberté d'expression. Et là, on est conspué, on souhaite nous agresser. Est-ce que cette haine, toi, Sam, sur le terrain, tu l'as ressentie ou à Tours, on n'y était pas ? Personnellement, je pense que j'ai pas été plus visé que ça. Mais effectivement, on discute entre nous et d'autres personnes proches de moi l'ont été. Donc c'est vrai que c'est assez parlant quand même, c'est assez étonnant. De cibler certaines personnes plus fragiles, c'est quand même un problème. Personnellement, je ne me suis pas vraiment senti en danger, mais bon, c'est pas non plus un samedi après-midi clairement, il y a des mots qui ont été employés qui ont été difficiles vis-à-vis des journalistes.
En fait, il y a... Moi, c'est un autre exemple aussi sur le terrain, alors qui est celui d'un autre département tout proche, où il y a des gens qui ont fait un cordon pour nous protéger, moi et la journaliste avec laquelle j'étais, parce qu'on voulait s'en prendre physiquement à nous. Pas parce que j'étais Mickaël, mais parce que j'étais journaliste de telle télé. Et parce que pour les gens, il y avait une projection mentale de ce que des mensonges habituels des journalistes. Ils étaient vraiment là-dedans. Les journalistes nous mentent, ils appartiennent à ce pouvoir dans lequel on n'a plus confiance et vous êtes le bras armé de ce pouvoir. C'était ça qu'on avait en face de nous. Alors, pas tout le temps, mais ça arrivait. Et ça, c'est des moments assez marquants. C'est vrai qu'à titre personnel, quand j'ai travaillé pour TV Tour, j'avais l'impression qu'il y avait plutôt une bonne image de TV Tour. Et je me suis retrouvé à filmer des moments où ils essayaient d'allumer le sapin de Noël. Donc le gros sapin de Noël au milieu de la place Jean Jaurès. À être là avec ma caméra, dit bon, est-ce que je continue à filmer ça ou pas? Parce que là, on est en train de compter les points. Hein. Clairement, entre les bleus et les jaunes, qu'est-ce qu'on fait? Et je ne me suis pas vraiment senti en danger dans beaucoup de moments des Gilets jaunes. Quelquefois, oui, mais pas tant que ça. Et peut-être c'est une image que TV Tour avait assez positive finalement dans le département. On enchaîne avec le petit message de soutien d'Harry Roselmack. Hélène. Oui, deuxième message de soutien que l'on voulait partager avec vous, celui de Harry Roselmack. Donc, c'est un talent du cru. Si vous ne le savez pas, il a usé ses fonds de culotte sur les bancs des écoles Tourangelle. Le journaliste de TF1 est né à Tours. Il a été élève au collège Christ-Roi, au lycée Choiseul, étudiant en histoire à l'université François Rabelais, ici. Et il a même obtenu son diplôme de journalisme à l'école publique de journalisme de Tours, celle qu'on appelle aujourd'hui le PJT. Ses premières armes, il ne les a pas fait à TV Tour, parce qu'on n'existait pas encore, mais sur Radio Béton. Et pour lui, l'info locale, il connaît. Ce qui est important dans l'information, c'est que ça donne des clés aux gens pour vivre en général. Ça permet de décrypter ce qui se passe dans le monde, dans le pays dans lequel on est, et aussi dans la ville dans laquelle on vit, dans le quartier dans lequel on vit. Et toutes ces dimensions-là, elles sont complémentaires, elles sont importantes. Et donc, votre travail, il est tout aussi important que celui de médias qui vont traiter l'actu internationale et nationale. C'est toujours bien de garder un peu de fraîcheur. Et donc, dans 15 ans à nouveau, on en reparlera quand vous aurez 30 ans. Et là, on se dira, bon, c'est peut-être le moment de se poser un peu. Mais là, vous avez encore 15 bonnes années devant vous pour continuer à faire de l'info pétillante, tout en étant, évidemment, avec l'expérience que vous avez aujourd'hui, un média de référence. C'est un média qui a prouvé qu'il faisait son métier correctement et qu'il a à cœur de permettre aux Tourangeaux de vivre leur ville de façon encore plus forte. Voilà pour ce petit mot d'Harry Roselmack. Donc, on va conclure, c'est l'heure, malheureusement, le temps imparti presque terminé. On a vu toutes ces images, toutes ces rétrospectives là, tout au long de cette émission. Mickaël, à votre avis, à ton avis, voilà, comment TV Tour va évoluer? Est-ce qu'on continuera à consommer toujours des écrans, mais d'une autre façon? Comment ça va se passer? Madame Irma. Ouais, c'est ça. Oui, ma boule de cristal. Oui, je pense que, la preuve est faite, en tout cas, par nos beaux chiffres d'audience et par ce qui a été fait sur les réseaux, que l'info locale via la télé a de bons jours à venir. Il y a une vraie demande aujourd'hui d'info locale, à tel point que des réseaux nationaux s'intéressent de plus en plus à l'information locale. Donc, nous, notre rôle, il a été conforté pendant cette période et depuis 15 ans, ce qu'on a aujourd'hui avec les bons chiffres, c'est le fruit de ce travail de terrain très sérieux qui a été fait par toutes les équipes, celle qui est en place aujourd'hui et les précédentes. Donc, je pense que l'avenir est plutôt bon pour TV Tour. Et puis c'est ceux qui nous regardent aussi qui font l'info. Ils peuvent nous contacter, contact@tvtour.fr. Émilie, toi, tu y crois encore, la télé locale à fond? Mais plus que jamais. Notre actu en circuit court, c'est notre slogan. C'est votre actu en circuit court. Nous, on est là, on est traçable. Vous n'êtes pas content de l'info nationale, vous nous appelez ici à la rédac pour dire si vous n'êtes pas content ou si, au contraire, un suivi ou un truc que vous voulez nous signaler. Nous, on est là, on vit sur le territoire et on le connaît, on vous attend. Donc, on sait que le circuit court, aujourd'hui, ça a du sens dans les assiettes. Ça a du sens dans la télé aussi. Voilà, merci à vous tous d'être venus sur le plateau. On a visité ensemble ces 15 dernières années. Pour terminer, on voulait vous remercier, vous, qui nous suivez de ces 15 années de fidélité. L'audience quotidienne de TV Tour Val-de-Loire a progressé de 46% sur la période de septembre à décembre dernier. Chaque semaine, vous êtes désormais 180 000 à nous regarder. Oui, ça vaut bien un petit coup d'applaudissement. Oui, ouais. Donc merci
merci à vous tous. Sachez que l'on fait de notre mieux pour vous satisfaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous les intervenants qui se sont succédés. Merci aussi à la technique qui est là juste derrière et qui a mis en image cette heure et quart de programme. Allez, à très vite pour de nouvelles actualités. Joyeux anniversaire!